Vous l'avez peut-être vu dans les films, les émissions télévisées ou encore combattu dans un jeu vidéo, le Wendigo. Cette créature surnaturelle qui dévore tout être humain sur son passage. À l'approche d'Halloween, on voulait s'intéresser à cette légende née sur le territoire de notre actuel Québec. Parce que oui, l'existence de la légende précède largement celle de la province. Mais avant tout, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Studio Broche à Foin, un studio d'animation spécialisé en stop motion situé dans la ville de Québec. Mon nom c'est Ariel et je suis réalisatrice et cofondatrice du studio. On va d'abord commencer par la façon dont on le connaît dans la pop culture, ses origines, et puis sa signification originelle et contemporaine. Installez-vous bien et c'est parti pour découvrir le monstre nord-américain le plus effrayant. Vous l'avez probablement croisé dans un bon nombre d'œuvres déjà, ce qui fait du Wendigo vraiment une figure démonique incontournable de la pop culture. On le retrouve d'abord en littérature, les œuvres les plus connues étant The Cemetery de Stephen King, les ouvrages de l'autrice canadienne Margaret Atwood ou encore dans le livre Le Wendigo d'Algernon Blackwood. Le roman de Blackwood est vraiment un roman pivot dans l'évolution du Wendigo sur lequel on va revenir un peu plus tard. Il a également une bonne présence au cinéma et à la télévision, faisant sa première apparition à l'écran dans le film d'horreur Wendigo en 1978. C'est peut-être bien de préciser que la véritable horreur dans ce film, c'est le massacre de la légende originelle et les stéréotypes rattachés aux Premières Nations d'Amérique du Nord. On compte deux adaptations du roman de Stephen King, The Cemetery, une en 1989 et une en 2019. Pour s'intéresser aux œuvres québécoises, on a Wendigo qui est sorti en 1994, un film québécois réalisé par Robert Morin, et L'Inhumain qui est sorti plus récemment en 2021, un film d'horreur et premier long métrage du réalisateur Jason Brennan, un réalisateur Anishinaabe. Le Wendigo est présent, que ce soit par mention ou apparition, dans beaucoup d'autres films ou épisodes de séries télévisées. Ceci, c'était juste pour en citer quelques-uns. Mais pour moi, son interprétation la plus marquante au niveau de la pop culture, ça reste celle qui est proposée dans de nombreux jeux vidéo, notamment dans Kona, The Secret World, Bloodborne, Until Dawn, The Witcher 3, Wild Hunt ou encore dans Fallout 76. Et ce, parce que pour moi, leur design est vraiment terrifiant, en tout cas pour quelqu'un comme moi qui n'est pas trop initié à l'horreur. En voyant ça, on peut noter que le Wendigo est souvent rattaché au genre horreur lorsqu'il fait son apparition dans une œuvre. Cela dit, ça n'empêche pas la figure mythique de s'intégrer autrement, comme dans cet épisode de My Little Pony, où la créature n'est pas rattachée à son aspect horrifiant, mais plutôt à un concept plus large. Ici, elle est désignée par le mot Wendigo, Wind-Ego, qui traduit le vent froid, qui gèle les cœurs lorsque l'amitié ne règne pas. Tragique, en effet. Peut-être même plus terrifiant que la version d'Until Dawn. Après avoir vu des représentations aussi variées d'une seule créature, on peut se demander quelle est sa véritable nature, son véritable aspect, sa véritable utilité. Pour ça, il est important de revenir à l'origine de cette créature, qui est symboliquement très très riche, et elle est toujours présentée en antagoniste. Le Wendigo est issu de la tradition spirituelle des peuples des Premières Nations d'Amérique du Nord et plus précisément des peuples algonquins. Et qui sont les Algonquins? Ce sont en fait une centaine de nations autochtones appartenant à la même famille linguistique. On a donc plusieurs peuples distincts qui parlent différentes déclinaisons d'algonquin. Ces peuples trouvent leurs origines il y a des milliers d'années et sont dispersés dans l'est du Canada et au nord des États-Unis, soit les régions des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. Il faut vraiment bien comprendre la vie de ces peuples pour saisir l'émergence dans les croyances autochtones d'une créature telle que le Wendigo. Semi-nomades, ils vivent essentiellement de la chasse, la pêche et la cueillette en s'accordant au mouvement du gros gibier et à l'accès aux petits fruits, et ce, sur de vastes territoires. Durant l'été, ils sont une centaine d'individus à s'installer près des cours d'eau et certaines nations se divisent et se déplacent en plus petits groupes pendant l'hiver. Si je prends la peine de spécifier tout ça, c'est pour mettre de l'avant deux choses importantes. Le mode semi-nomade
et la situation géographique de ces peuples, qui implique l'hiver. Le Wendigo est donc une figure récurrente dans la tradition spirituelle des nations algonquiennes, dont les Ojibwés, les Cris, les Inuits, les Abénaquis, les Micmacs et les Algonquins, à ne pas confondre avec algonquien, qui est la base linguistique qui lie tous ces peuples. Et ce, c'est pour n'en nommer que quelques-uns. On retrouve plusieurs appellations pour désigner le Wendigo. Witikao chez les Cris, Windago chez les Athabascans, Windago chez les Saulteux du Manitoba, et bien d'autres que je ne me risquerai pas à nommer, là, j'ai fait assez de dommages comme ça. C'est le nom provenant de l'Ojibwé Windigo qui serait à l'origine de son appellation la plus répandue, Wendigo. Et c'est cette version qu'on va privilégier là, pour des raisons de légèreté et d'uniformité. On pense que le nom original découlerait du terme proto-algonquin Wintekoa, qui veut dire hibou à l'origine. Traduit de l'Ojibwé, le mot Wendigo voudrait dire cannibale maudit. C'est maintenant qu'on en vient à qu'est-ce que le Wendigo? Il existe plusieurs déclinaisons de cet esprit selon différentes nations algonquiennes, mais certaines caractéristiques se retrouvent systématiquement. C'est un être malveillant et anthropophage. Ça veut dire qu'il mange du tartare d'être humain. Le Wendigo, en tant qu'être surnaturel, est le résultat de la transformation d'un être humain qui commet un acte de cannibalisme. Un humain peut également être possédé par le monstre lorsqu'il présente certains vices, comme l'égoïsme, la gourmandise ou la violence. Un homme ou une femme, ainsi affaibli par la cupidité, la faim ou le froid, est vulnérable à la terrible transformation qui se fait plus ou moins graduellement. Le condamné, changé en Wendigo, erre toujours seul dans les forêts l'hiver. Il est à la recherche de chair humaine à consommer pour rassasier son appétit insatiable. Il peut être décrit plus comme un esprit qu'un monstre physique. Chez les Cris, par exemple, le Wendigo est considéré comme un esprit maléfique qui vient posséder le corps. Cette possession peut arriver lors d'un rêve chez certaines personnes considérées plus à risque par la faim, le froid ou les vices énoncés plus tôt. Toujours chez les Cris, on distingue deux types de Wendigo. Le premier désigne vraiment l'être surnaturel, avec des caractéristiques qui sont hors du domaine terrestre, comme une force incroyable, le pouvoir de paralyser ses victimes ou de transformer les mortels en cannibales. L'autre type décrit plutôt un humain qui développe des tendances cannibales et violentes, et qui entame sa transformation lente, finalement. Ce dernier, bien que sale et négligé, ne se distingue pas forcément des autres membres de sa communauté, ce qui est assez déstabilisant, hein? Tout le monde pourrait être Wendigo. Ce qui nous amène à son apparence physique. À quoi ressemble vraiment la bête affamée selon les Premières Nations? Spoiler, ce n'est pas la bête à tête de cerf là, qu'on a pu voir dans différentes représentations de la pop culture. Encore une fois, on peut observer quelques différences d'une tradition algonquienne à l'autre, mais outre cela, certains traits restent les mêmes. Basil Johnson, un Ojibwé enseignant et chercheur de l'Ontario, donne une description des Wendigo dans les légendes des Algonquins. Je cite: « Le Wendigo était émacié à un point extrême, sa peau desséchée, tirée et tendue sur ses os, avec des os poussant contre sa peau, elle-même de couleur des cendres grises de la mort, et ses yeux repoussés au plus profond de leurs orbites. Le Wendigo ressemblait à un squelette récemment déterré de sa tombe. Ses lèvres étaient en lambeaux, souillées de sang et de souffrance et de suppuration de la chair. Le Wendigo dégageait une odeur inquiétante, de dégradation et de décomposition, de mort et de corruption. » On retrouve donc de façon générale une créature anthropomorphe qui rappelle l'humain qu'il a été. S'il est plutôt élancé, très maigre, avec les os saillants et une peau grise d'allure cadavérique. Il a parfois des yeux très ardents. Les lèvres en lambeaux que décrit Basil Johnson seraient dues au fait que la créature aurait dévoré ses propres lèvres, tellement elle était affamée. Certaines versions de la légende, comme chez les Ojibwés, les Cris de l'Est et les Inuits, décrivent le Wendigo comme un géant avec un cœur de glace. Celui-ci grandirait proportionnellement aux victimes qu'il ingère.
et c'est de cette façon-là qu'il est comme condamné à ne jamais arriver au rassasiement. D'autres encore le projettent avec des traits d'animaux, comme des oreilles pointues, des dents acérées ou des cornes sur la tête. Mais pas toujours, hein. Faut pas oublier que la plupart des Wendigo, selon la légende originale, ressemblent à des êtres humains. Très maigres et un peu décomposés sans doute, là, mais des êtres humains quand même. Ils possèdent généralement des habiletés surnaturelles, comme une force surhumaine, une endurance pour la traque de ses victimes, ou une vision et une ouïe exacerbées. Ils se déplacent également aussi vite que le vent et peut marcher sans s'enfoncer dans la neige ou dans l'eau. Mais ce qui précède de cette vision terrible, c'est bien sûr son odeur. C'est cette puanteur là, de putréfaction des chairs dont il se nourrit. L'odeur est bien spécifiée dans la légende originale, ce qui rajoute une dimension Wendigo, une touche d'horreur et de réalisme. Et après ça, comment est-ce qu'on vainc un Wendigo? D'un coup que vous veniez à vous balader dans la forêt canadienne en hiver et que vous croisez le géant affamé. Encore là, on a plusieurs versions là, dans lesquelles certaines armes classiques peuvent tout à fait convenir, d'autres disent qu'il faut parvenir à faire fondre son cœur de glace, et d'autres encore que seul un chef spirituel des Premières Nations, un chaman donc, pourrait terrasser le Wendigo avec un rite bien particulier. Si c'est ça, en d'autres mots, genre vous êtes faite là, si vous le croisez dans la forêt. On raconte aussi qu'une balle d'argent pourrait tuer un Wendigo, ce qui n'est pas sans rappeler le loup-garou, hein, fait que ça me semble un petit peu farfelu d'intégrer ça à la légende originale, sachant que les Autochtones d'Amérique n'utilisaient pas d'armes à feu avant l'arrivée des premiers Européens au 16e siècle. Donc, j'ai trouvé ça comme information, mais je vous le dis sous toute réserve. Maintenant qu'on a un portrait du Wendigo et qu'on a connaissance de ses origines, on peut se demander pourquoi une telle bête rôde dans les forêts canadiennes? Pourquoi connaître un sort aussi terrible? Il faut repenser aux conditions dans lesquelles évoluaient les peuples algonquins. Une vie en petits groupes et la présence de l'hiver 6 mois par année, de novembre à avril environ. Pour ceux qui ont vécu l'hiver au Québec, vous comprenez à quel point il peut être rude et comment, sans les commodités modernes, de telles conditions de survie pouvaient légitimement engendrer la peur d'avoir à manger son voisin. La menace Wendigo, c'est une personnification du froid et de l'hiver. C'était une façon d'encourager la solidarité dans les temps où le partage des ressources était essentiel à la survie du groupe, soit pendant l'hiver ou les périodes de grande famine. On peut déduire que pour les Premières Nations, le cannibalisme était en effet un acte contre nature et réprimandable. C'était puni par l'errance et la faim éternelle. Mieux vaut mourir soi-même que de se nourrir de chair humaine. Dans son livre Dangerous Spirits, The Wendigo Myth in History, l'historien Sean Smallman explique, et je cite, « C'était un moyen de définir les comportements sociaux et moraux, ce qui pouvait servir d'avertissement contre l'avarice et l'égoïsme. » J'ai traduit moi-même, là, pardon si c'est pas parfait. La légende illustre l'importance de la communauté chez les peuples autochtones, là où la cupidité, l'égoïsme et la solitude transforment littéralement un être humain en monstre. Dans la tradition Cri, le Wendigo est un symbole du déséquilibre dans les relations sociales et dans le niveau de coopération avec le groupe. C'est quand même un gros prix à payer pour ne pas avoir voulu partager sa couverture avec son prochain. Dans la culture contemporaine, le Wendigo a pris une toute autre signification. Inutile de préciser que les auteurs européens qui se sont appropriés le mythe l'ont déformé et ainsi changé la conception qu'on a pu s'en faire aujourd'hui dans les médias populaires. Hors de son contexte, le Wendigo devient simplement une créature mangeuse d'hommes qui commet des attaques un peu aléatoires et qui agit comme une réponse violente au colonialisme. Un antagoniste pur et simple finalement. C'est une façon pour les auteurs sans origine autochtone d'incorporer une forme de magie et de spiritualité à leur récit en se basant sur des thèmes stéréotypés sur les Premières Nations, comme les bois, je parle des bois que les cervidés ont sur la tête, là, la nature sauvage, les esprits, etc., etc. On peut reprendre l'exemple de Wendigo d'Algernon Blackwood. C'est un des premiers, en 1910, dans son recueil d'horreurs
The Lost Valley and Other Stories a manipulé la légende originale pour servir son histoire, bien qu'il garde certains éléments fondamentaux quand même. La légende devient ainsi une fiction d'horreur folklorique, et c'est le début de nombreuses itérations et appropriations du mythe, ce qui découlera en deux perceptions bien distinctes entre les peuples des Premières Nations et les auteurs d'origine européennes. Ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cultures, le Wendigo hante ou traque toujours quelqu'un ou quelque chose. C'est vraiment sa motivation qui va varier. Dans son texte Stolen Spirits, The Appropriation of the Wendigo Spirits in Horror Literature, Kelly Hunchman écrit, et je cite, « Pour les Premières Nations, la sentence est personnelle, familiale, communale. Les auteurs d'origine européenne ou non autochtones ont tendance à concevoir les attaques du Wendigo comme dirigées vers des personnes blanches, en général dans un élan de colère face à des forces coloniales reliées à un endroit spécifique. Un bon vieux cimetière indien maudit, par exemple. Ça fait vraiment ressortir la différence de valeur entre les deux cultures. Donc, après tout ça, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Maintenant, la figure du Wendigo est tellement ancrée dans l'imaginaire collectif qu'elle est élevée au rang de figure de style ou d'expression. Il peut être utilisé aujourd'hui pour imager le colonialisme, le capitalisme, la violence ou la destruction environnementale. Par exemple, Winona LaDuke, une activiste environnementale Ojibwe, décrit une économie de Wendigo dans son panel réalisé avec Yes Magazine. Je cite, « Il y a un conflit entre les cannibales et Mère Nature, et ce, partout sur la planète. Nous sommes du bon côté. On travaille pour améliorer les choses, mais parfois, on peut ressentir cette tendance cannibale. » Le Wendigo est donc bien intégré dans l'imaginaire populaire et continue d'agir comme un avertissement moral en lien avec les enjeux contemporains. On ose espérer que les temps de famine par grand froid et la peur d'avoir à cuisiner un ragoût avec la chair de son voisin sont bien derrière nous. Pour finir, c'est pas étonnant qu'une créature telle que le Wendigo, liée au cannibalisme et au froid, trouve sa place dans le bestiaire d'horreur contemporain. J'espère que vous avez apprécié en apprendre davantage sur cet être surnaturel que vous avez peut-être croisé dans un jeu vidéo sans vraiment connaître sa vraie nature. Notez aussi que j'ai fait au mieux de mes recherches avec l'information qu'on possède à l'heure actuelle. C'est assez difficile de retracer une légende aussi ancienne qui est issue de la tradition orale. Il faut se rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, que la plupart des connaissances, des légendes et des savoirs autochtones se transmettaient par l'oral et non par l'écrit. Malheureusement, les premiers écrits qui font mention du Wendigo datent de l'année 1636 dans un rapport que le missionnaire jésuite Paul Lejeune rédige à ses supérieurs à Paris. Un Européen, donc. À cette époque, lui vit parmi les Algonquins sur les territoires de l'actuel Québec. Il écrit, et je cite, « Cette femme diabolique ajoutait que le Wendigo avait mangé les Atikamekw, les tribus qui vivent au nord de la rivière appelée Trois-Rivières, et qu'il en mangerait d'autres s'ils n'étaient pas appelés ailleurs. Atchen, une créature apparentée au loup-garou, viendrait à sa place pour les dévorer, jusqu'à la forteresse française. Il massacrerait les Français. » On note ici une rencontre concrète avec ce qui serait un Wendigo, puis on peut comprendre aussi que la croyance était encore bien réelle à cette époque. La présence d'un esprit aussi riche de sens tel que le Wendigo dans la tradition algonquienne, qui a parvenu à faire son chemin jusqu'à nous au 21e siècle et qui a inspiré autant d'interprétations, ça témoigne vraiment d'une culture foisonnante qu'il faut à tout prix protéger et transmettre. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à ce point de la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu. On a beaucoup de contenu qui s'en vient là, avec Studio Broche à Foin où est-ce qu'on discute culture, cinéma d'animation et notre petit préféré, le stop motion. J'ai mis toutes mes sources en barre d'infos, évidemment. Si jamais vous voulez aller plus loin ou prendre connaissance des véritables condamnations qui ont eu lieu en lien au Wendigo au Canada, parce que oui, il y en a. J'en profite aussi pour annoncer que notre premier court-métrage d'animation stop-motion, Le Clan de l'ours, va être disponible sur YouTube. Un gros merci à tous ceux qui ont rendu cet épisode possible. Au revoir et à bientôt!